Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Cobscast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le créateur de la marque Cobs. Ensemble, nous allons découvrir son parcours et l'avenir qu'il réserve à sa marque. Bonjour Cobs, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Avec grand plaisir. On va commencer par apprendre à te connaître. Donc, tu peux nous dire ton prénom, ton âge et ton rôle que tu as dans la marque. Moi, c'est Malcolm, j'ai 20 ans, je suis originaire de Belgique, plus précisément de Liège. Et voilà, j'ai créé la marque Cobs il y a bientôt, ça va bientôt faire 2 ans. Mon rôle dans la marque, c'est que je suis le créateur, voilà. Donc, je m'occupe vraiment de tout de A à Z en ce qui concerne la marque, quoi. Est-ce que tu as des origines? Comment as-tu grandi et est-ce que ça a influencé ton parcours? Alors oui, j'ai des origines. J'ai une maman qui est originaire du Maroc et un papa qui est originaire d'Afrique. Donc ma mère est moitié marocaine, moitié belge. Mon père, lui, il vient vraiment d'Afrique du Sud. Il est né là-bas, etc. Il a vécu sa vie là-bas. Est-ce que ça a influencé mon parcours? On va un peu en discuter, mais je dirais que oui, dans le sens où j'ai eu une éducation qui a été très basée en fonction de mes parents. En fait, ils ont tous les deux vécu dans l'ère du hip-hop, je vais dire. Par exemple, mon père, il était danseur de rue, donc tout ce qui est breakdance, etc. Il a fait du cirque, donc voilà, il faisait pas mal de spectacles dans ma ville. Comme je disais, mes parents, ils ont vécu dans l'ère du hip-hop, donc ils ont été vraiment très branchés, tout ce qui était breakdance, même ils s'habillaient avec les jeans larges de l'époque, et cetera. Donc ils s'habillaient déjà streetwear, mais c'est pas le même streetwear qu'aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai été baigné dans ce truc-là depuis petit. Ils m'ont habillé de la même manière qu'eux. J'ai vécu, pour moi, le streetwear, c'est un lifestyle, donc je vais dire que j'ai vécu ce lifestyle avec eux. Du coup, c'est eux qui m'ont baigné dedans et puis voilà, ça m'a suivi. C'est un truc qui m'a plu, je m'en suis jamais déplu et voilà que ça m'a suivi, jusqu'à maintenant. Et au niveau de ton parcours scolaire, tu as fait des études d'entrepreneuriat ou des études de mode? Alors pas du tout, j'ai vraiment fait aucune étude, j'y suis allé au talent, vraiment de A à Z. Heu, donc pour parler de mon parcours, j'ai fait mes secondaires. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui vont regarder le podcast et c'est un peu différent, de la Belgique, mais j'ai fait mes secondaires donc de ma première à ma sixième. Voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Il y a juste à partir de la quatrième où en gros j'étais dans une école générale, j'ai arrêté à partir de la quatrième et cinquième, sixième, j'ai été, en école technique et du coup, bah, c'est la même chose que la générale, juste qu'on a des cours, en plus à côté. Moi, les cours que j'avais à côté, c'était, l'infographie. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une période où je voulais, en fait, je faisais des streams sur Twitch, j'avais ma chaîne YouTube et cetera. Ça commençait vraiment à bien prendre, en plus avec le covid. Donc j'étais un petit peu dans cette période de, voilà, je vais me lancer sur YouTube, et du coup, je voulais faire l'infographie pour tout ce qui est de faire les miniatures et cetera. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Une fois que j'ai terminé, ma sixième secondaire du coup, heu entre-temps, j'avais comme idée de business de lancer, une marque de bijoux qui justement avait déjà le nom de Cobs. Donc voilà, je vendais mes bijoux sur Vinted et cetera. Ça commençait à bien marcher. À la fin de la sixième, je m'étais dit: «Voilà, je vais faire ma gestion pour pouvoir me mettre indépendant et commencer à faire les marchés, avoir mon petit échoppe, vendre mes bijoux et cetera» et voilà sinon tout ce que j'ai fait donc infographie, ma formation de gestion et sinon la marque, elle s'est faite comme ça mais j'ai vraiment fait aucune étude, que ce soit basée, sur l'entrepreneuriat ou même la mode, quoi. Y a-t-il un moment clé où tu as décidé de créer ta marque et pourquoi tu as choisi le style du streetwear? En vrai, je pense pas qu'il y ait de moment clé. Par contre, je vais quand même en parler parce que je trouve que c'est super important, mais depuis petit, j'ai toujours eu, un genre de pressentiment, de ce qui allait m'arriver, en fait. Donc, depuis vraiment depuis petit, j'ai, toujours, eu l'impression que enfin non, j'ai pas eu l'impression, mais j'ai toujours voulu être, riche et connu et je savais que ça allait m'arriver dans le sens où depuis petit, j'avais cette sensation, mais je savais pas de quelle manière. Donc, je me disais: «Peut-être que je vais devenir acteur, peut-être que je vais devenir, chanteur», j'en sais vraiment rien, mais je savais que ça allait m'arriver. Au final, c'est arrivé avec la marque de vêtements. Il faut savoir que pour moi, avoir une marque de vêtements, c'était un rêve vraiment depuis enfant. C'était pas ce que c'est aujourd'hui, dans le sens où, bah, mon rêve de base, c'était d'avoir un magasin comme JD Sport et cetera, mais en fait, ça a évolué, au fur et à mesure des années. J'ai vu ce que ça faisait enfin, j'ai vu les marques indépendantes, et cetera, donc on va dire que ça a changé, mais au final, mon rêve est quand même accompli. Donc j'ai décidé de prendre cette voie-là et pour ce qui est du streetwear, ben, encore une fois, c'est, dû à l'influence que j'ai eue. Je me suis toujours habillé de cette manière-là.
Je trouve que le streetwear, c'est vraiment un lifestyle dans le sens où, quelqu'un qui quelqu'un qui fait de la ballerine, par exemple, bah, je le vois mal s'associer à du streetwear. Le streetwear, on l'associe vraiment à pas mal de choses, que ce soit, par exemple, la danse de rue, le rap, enfin, pas mal de choses, vraiment tout ce qui tourne, en fait, à l'art de rue et bah, moi, il y a vraiment tous les arts de rue qui me passionnent dans tous les sens du terme et c'est pour ça que j'ai choisi le streetwear. Et quelles sont tes sources d'inspiration? En vrai, j'ai pas énormément de sources d'aspiration. En tout cas, en ce qui concerne les marques, j'ai pas vraiment de marque favorite ou autre. Moi, je m'inspire vraiment pas mal du côté, américain et anglais. C'est vraiment quelque chose qui me passionne dans le sens que eux, le streetwear, ils le représentent vraiment super bien, que ce soit par exemple à Londres ou même les Américains en général. Je trouve qu'en France, ou même en Belgique ou autre, ce côté streetwear, on peut le ressentir, mais pas de la même manière, enfin pas de la même force en tout cas que les Anglais ou l'Amérique. Donc mes inspirations, voilà, ça vient principalement de ces deux pays-là. Et sinon, voilà, je pense à Central C par exemple, qui est, un rappeur londonien que j'écoute vraiment depuis sa première mixtape. Bah, lui par exemple, il m'inspire dans le sens, marketing. Voilà comment il fait pour promouvoir ses albums. Vous avez peut-être vu, récemment, tout ce qu'il a fait comme buzz, tourner ses clips dans Paris en bloquant les rues, faire une polémique avec Ice Spice et cetera. Donc tout ce genre de choses, ça m'inspire en tout cas pour le côté marketing de la marque. Est-ce que ton style vestimentaire personnel se reflète au niveau de Cobbs et comment a-t-il évolué au fur et à mesure des années? Alors oui, du coup, ça se reflète parfaitement pour le coup. Au tout début de la marque, quand je l'ai créée, forcément, je voulais créer des vêtements, qui me représentaient. Donc, je créais des vêtements, que je voulais porter. Heu, je reviens là-dessus 2 minutes, mais en fait, j'ai toujours voulu m'habiller streetwear, mais, à l'époque et toujours maintenant, je trouve, le streetwear, c'est des vêtements qui coûtent quand même assez cher et du coup, ça fait qu'avec la famille, tout ça, il y avait des petits, enfin, il y avait pas mal de problèmes d'argent, donc j'ai jamais pu, m'habiller de cette manière-là et forcément, quand j'ai créé ma marque, bah, je me suis dit, bah, je vais créer les vêtements que j'ai envie de porter, et du coup, en ayant créé ma marque, mon style vestimentaire a évolué dans le sens où depuis que j'ai ma marque, je m'habille que avec ma marque. Vraiment, ça fait, je pense, 2 ans que j'ai plus mis un t-shirt Nike, par exemple. Je m'habille vraiment tous les jours que avec ma marque et voilà, j'essaye toujours de créer en tout cas des vêtements qui m'inspirent moi parce que, bah, si ça m'inspire pas, je vais pas les sortir parce que si ça me parle pas, je me vois mal sortir des vêtements, qui me disent rien, quoi. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, parlons de ta marque. Donc, quand est-ce que tu as créé Cobbs? Ben, du coup, j'ai créé Cubs pour être exact, le 10 mai 2023, donc ça va bientôt faire 2 ans ici. Déjà. Ouais. D'où vient le nom Cobbs? Est-ce que, il a une signification particulière pour toi et quelle en est sa mission? Il y a pas de y a pas de signification particulière à Cobs. En fait, Cobs, vraiment de base, en fait, c'est, un mot que j'ai utilisé parce que, bon, quand j'étais jeune, je pense que j'avais 14 15 ans, je m'étais lancé dans un délire, de rap avec des potes et cetera. Donc j'avais ce mot-là dans un pseudo, en fait, et ensuite, j en vrai, dans mon parcours avant la marque de vêtements, j'ai fait pas mal de choses comme, le resell. Après, j'avais en tête ma marque de bijoux et dès la première activité de business que j'ai fait, donc le resell de sneakers, bah, j'avais déjà le nom, enfin, j'utilisais déjà le nom de Cobs. Une fois que j'ai créé ma marque, en fait, j'ai juste switché ma marque de bijoux à marque de vêtements. Donc, j'ai changé tout ce qu'il fallait changer et du coup, j'ai juste gardé le nom de Cobs, donc il y a pas vraiment de signification. J'ai essayé d'en donner une à un moment, où j'ai essayé de trouver un slogan par rapport à Cobs. J'avais trouvé «Keep out of the Bezizo» Mmh. qui est, quelque chose tel quel, je pense, qui n'existe pas. C'est moi qui ai inventé ce truc-là qui, du coup, reflète le fait de sortir de la société actuelle. Donc, voilà, ce genre de choses et voilà et sinon la mission de Cobs, heu, actuellement, on a un slogan qui est vraiment, bien ancré dans la marque et qui changera pas, on va le garder vraiment à vie, c'est «Break the rules». C'est quelque chose qui me parle vraiment, personnellement, c'est quelque chose qui me parle dans beaucoup, beaucoup de sujets et qui, je pense, parle à beaucoup de personnes aussi. Et du coup, la mission de Cobs, c'est, de briser les règles dans tous les sens du terme. Je pense qu'on reviendra là-dessus, par la suite. Et sinon, la mission principale de Cobs, c'est d'être, la, si pas l'une, en tout cas, des marques, streetwear, ayant les prix les plus abordables, en ayant forcément, un bon rapport qualité-prix, quoi. Pourquoi as-tu choisi ce slogan Break the Rules et pas un autre, par exemple? Et qu'est-ce qui représente vraiment à tes yeux et pour la marque?
Ah, du coup, j'ai choisi Break the Rules. Il y en a qui pensent que c'est par rapport à la marque Cortez qui a le slogan Rules the World, mais c'est pas du tout le cas. J'avais du coup de base le slogan Keep out of the Buzzizzo, mais je trouvais que c'était pas ouf dans le sens où c'est moi qui ai donné une signification à ce mot. En anglais tel quel, cette phrase-là n'existe pas. Puis c'est quelque chose de trop long. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui savaient pas ce que ça voulait dire, etc. Donc je savais qu'il fallait changer de slogan. Et Break the Rules, ça m'est venu vraiment comme ça. J'ai eu un petit déclic dans le sens où ça m'est venu en tête comme ça, mais je veux dire, je me suis pas inspiré d'une marque ou voilà, c'est quelque chose qui m'est vraiment venu spontanément en tête. J'ai eu voilà, Break the Rules, c'est un truc qui me parle beaucoup, qui est très impactant. Et depuis qu'on l'utilise pour la marque notamment, on voit que voilà, quand les clients ils reçoivent leur colis, ils font une story, ils mettent Break the Rules, etc. Donc ils captent la vision de la marque et ça vraiment c'est preuve de réussite. Sinon, pourquoi j'ai choisi Break the Rules? Bah, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'est venu spontanément et que j'ai directement kiffé, dans le sens où pour moi, ça représente énormément de choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien briser les règles, justement. Par exemple, j'ai ma maman qui va peut-être regarder ce podcast, qui arrête pas de me dire par rapport à la marque que, voilà, au tout début que j'avais ma marque, elle m'a dit peut-être qu'il va te falloir 5 à 10 ans avant qu'elle commence à percer, que tu puisses engager ton premier employé, etc. En fait, j'ai toujours voulu être contre elle par rapport à ces paroles-là, dans le sens où je me dis qu'avec les réseaux, ça peut aller très très vite, qu'en 2 ans, je peux atteindre des sommes de chiffre d'affaires extraordinaires, par exemple, que je peux avoir plusieurs employés en l'espace de 2 3 ans, et que je peux vraiment gravir les échelons, et que c'est plus forcément quand même comme à l'époque où il faut 10 15 ans avant d'atteindre certains steps, quoi. Donc j'ai voulu toujours briser les règles de ma mère à ce niveau-là. Et sinon, voilà, briser les règles dans tous les sens du terme, voilà, c'est beaucoup de choses par rapport à la société. Ça va être long si on commence à en parler. Je pense que les gens savent ce que je veux dire à ce niveau-là, quoi. Comment arrives-tu à représenter ce slogan, du coup Break the Rules, à travers tes designs et le marketing? J'essaye de créer des designs avec le slogan où, voilà, sur certains vêtements, il y est, d'autres pas. Et quand j'essaye de le mettre, ça dépend des vêtements, mais il y en a où il est vraiment mis en grand, d'autres en petit. Par exemple, le pull que tu portes, si tu sais te tourner, je ne sais pas si on va le voir, mais heu, comme ça, bah, les gens, ils ont la réponse à leur question. Comme ça, vous avez la réponse, à votre question. Voilà un exemple. Donc ici, j'ai réussi à mettre en avant le slogan de manière vraiment très impactante. On a eu l'occasion de faire un shooting à Paris, avec plusieurs vêtements. Les modèles, ils ont tous pris ce vêtement-là parce que, bah, ils kiffent le design, en fait. Et je trouve que sans le slogan, le design, il a pas trop de rapport. Donc c'est quelque chose, en tout cas, pour le pull que tu portes qui est vraiment, incroyable. J'ai pas d'autres mots. On l'a fait avec un designer et il a su mettre, tout correctement. Sinon, pour d'autres vêtements, le slogan il est pas toujours repris, c'est plus dans le côté marketing. Bah, il y a d'autres vêtements, voilà, j'ai mis la phrase, rule breaker aussi par exemple, que je mets en petit, genre en détail sur des vêtements et cetera pour, quand même que ce soit impactant et qu'ils oublient pas que du coup, ils portent, le slogan sur eux, quoi. Comment s'est déroulé ton premier drop? Quel article as-tu créé en premier et comment tu t'y es pris? Alors le premier drop, ça commence à faire un bon bout de temps. Premier drop, comment je m'y suis pris? Alors c'était vraiment tout bête, mais quand je dis vraiment tout bête et je pense que ça peut en inspirer, certains aussi, c'est que j'avais même pas d'échantillon. Normalement, tu vois, on achète un échantillon du Mmh. vêtement pour, le mettre en avant justement en réel et cetera. Moi, je suis vraiment parti de zéro, j'avais pas d'argent, j'avais aucune connaissance à la mode, au marketing, vraiment rien du tout. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'avais designé des vêtements avec les bases d'infographie que j'ai, bah, j'étais apte à dessiner des t-shirts, des Mmh. ensembles et cetera. Donc, j'avais vraiment designé des trucs vraiment tout bêtes, et en gros, j'ai pris, des mock-ups. Donc des mock-ups, c'est juste le dessin du vêtement, que tu as en image sur ton téléphone. Donc, j'avais fait, justement ces mock-ups-là. J'avais créé, sur base de ces mock-ups, un TikTok par jour pendant 14 jours. Et voilà, comme par hasard, je sais même pas comment ça se fait d'ailleurs que ça a percé, mais il y a 2 de ces TikTok-là qui ont percé, qui ont fait, je pense qu'il y en a un qui a fait 12 000 vues et l'autre 15 000. Donc ça m'a apporté une certaine visibilité, même si c'est pas énorme. Et du coup, voilà, j'avais créé vite fait mon site internet. Je me souviens même pas de comment il était ni rien. Je sais juste que j'avais fait mon site internet avec Shopify. J'avais mis les vêtements dessus, et puis voilà, après les 14 jours, du coup, j'avais,
j'ai ouvert le site et les gens, je pense qu'ils avaient à l'époque, de 21 heures le jour J, enfin, en gros, ils avaient 48 heures pour acheter les vêtements et voilà, comme par hasard, je sais même pas comment ça se fait, mais j'ai eu, à peu près 50 commandes donc j'ai eu les commandes et puis après là, les problèmes ont commencé à arriver parce que je savais pas comment faire. À l'époque, je travaillais pas avec une usine. Donc en fait, j'ai acheté des vêtements vierges sur un site, je sais même plus c'est quoi le site, c'était un site, je crois ça s'appelle Light in the Box, un truc comme ça. Donc j'avais acheté les vêtements vierges sur ça et de vraiment à la base des bases, je devais donner les vêtements à un imprimeur dans ma ville et c'est lui qui devait s'occuper d'imprimer, mon design du coup sur les vêtements pour que je puisse les expédier. Une fois que j'ai reçu les vêtements, je contacte l'imprimeur. Il me sort des prix vraiment abusés et c'était, plus que le chiffre d'affaires que j'avais fait avec les 50 commandes donc pas possible. Pendant mes 2 ans d'infographie, j'ai appris à l'école du coup à faire de la sérigraphie, heu et un autre truc et du flex aussi donc grâce à ça, je me suis dit: «Bon, bah, si l'imprimeur, il peut pas faire les impressions, je vais les faire moi-même». Donc j'ai acheté une imprimante, de sérigraphie, j'ai acheté tout le matériel quoi, sérigraphie, flex et cetera. J'étais dans ma chambre avec ma copine et du coup, bah, on a pris les vêtements nous-mêmes et on a fait les impressions nous-mêmes, un par un, vêtement par vêtement et puis on a expédié les commandes comme ça. Donc c'était un petit peu galère, sachant que c'était pas du tout prévu comme ça, mais voilà comment le premier drop s'est déroulé, quoi. Et en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'on était sur, 2 000 à 3 000 € avec les 50 commandes, quoi. Quelle a été la réaction de tes internautes, à vue de son premier drop? Bah, ça commence à faire loin, donc je me rappelle pas du tout, mais je sais juste que les gens étaient satisfaits, en tout cas du design. J'avais un design à l'époque qui était, enfin que les gens ont vraiment pas mal kiffé. C'était du streetwear, mais en même temps Y2K, donc j'avais une écriture, arabique qui à l'époque, marchait pas mal. J'avais mis Cobbs Store avec une étoile filante au-dessus, une étoile filante en dessous et voilà, en fait, les gens, ils ont pas forcément accroché, au vêtement en lui-même parce que, ben, le marketing tournait vraiment autour de mock-up donc on voyait pas le vêtement en réel et on voyait pas vraiment, la coupe, la qualité et cetera du vêtement. Ça se basait vraiment que sur le design. Voilà, les gens ont kiffé le design et c'est ça qui a fait que ça a marché, quoi. Quel processus as-tu suivi pour, faire évoluer ta marque, au niveau, du marketing, des collaborations, des événements et tout ça? Alors, pour faire évoluer la marque, moi, je suis quelqu'un qui veut vraiment que tout soit parfait, mais malheureusement, ça peut jamais se passer comme prévu. Je me suis inspiré d'une indépendante que ma mère connaît, très bien, qui est en place depuis une vingtaine d'années et cetera et je me suis basé sur elle, voir les erreurs qu'elle faisait et cetera pour justement, moi, ne pas faire d'erreurs mais au final, on fera toujours des erreurs et c'est ça qui fait, qu'on apprend. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui veut que tout soit parfait, donc dès que j'ai eu des critiques, vraiment importantes, parce que des critiques, on en reviendra après, mais il y en a vraiment pas mal, mais quand il y a eu des critiques, que je savais que la personne, avait raison, bah, j'ai toujours voulu, modifier. Donc s'il y avait des problèmes de vêtements, bah, j'ai toujours essayé de faire tout, en tout cas pour régler ces problèmes-là. Quand c'était des problèmes de marketing, j'ai toujours, changé pour améliorer la chose. Le site internet, voilà, j'avais un site, une fois que la marque grandissait, ça me plaisait pas, donc j'ai tout remodifié. Donc je veux dire, j'ai toujours trouvé des trucs à évoluer, à faire changer et toujours au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que on en reviendra après, mais c'est pour ça qu'il y a plus rien sur, les réseaux sociaux de la marque. C'est parce que, bah, j'ai eu un déclic au niveau de la direction artistique et je veux vraiment, modifier énormément de choses pour, encore une fois, step up, au-dessus. Au niveau des collaborations, je suis pas le genre de personne ni la marque à faire des collaborations avec n'importe qui, dans le sens où, bah, j'ai toujours voulu avoir, cette idée de si tu aimes bien les vêtements, bah, tu passes par la même case que tout le monde, donc tu payes, tu as ton vêtement et voilà. Parce que malheureusement, il y a pas mal d'influenceurs qui viennent vers moi et qui me disent: «Voilà, j'aime bien ton vêtement, est-ce que je peux l'avoir?» Ils utilisent leur statut du coup d'influenceur pour essayer d'avoir les vêtements gratuitement, qui c'est quelque chose moi qui me plaît pas, au final. Sinon voilà, quand je fais des collaborations, j'en ai pas fait énormément. Voilà, on a fait quelques collaborations avec des influenceurs, de TikTok qui parlent de marques de vêtements et cetera. Tout s'est bien passé et cetera. Mais sinon voilà, des vraies collaborations avec des artistes ou autres, j'en ai pas encore fait. Il y en a justement pour le prochain drop qui arrive, dans le sens où, j'aimerais bien faire des collaborations avec 2 artistes, Zola et Central C. C'est
2 rappeurs vraiment, pas accessibles du tout. Donc, on va essayer de les décrocher. Peut-être que ce sera pas pour ce drop-ci, mais en tout cas, c'est un objectif de les avoir. Sinon voilà, je pense qu'on a d'autres collaborations prévues avec, pas mal de gros influenceurs américains, londoniens. Les gens vont peut-être pas connaître, mais, c'est sûr que vous les avez déjà eus, dans vos pour toi et cetera. Donc, voilà à ce niveau-là. Et pour les événements, bah, la marque, ça va faire 2 ans qu'elle est créée. On a eu l'occasion de faire un premier pop-up le 1er et 2e décembre de 2023. Donc ça faisait même pas un an que la marque était lancée en fait et voilà, les gens ont surkiffé. Il y avait vraiment pas mal de monde donc c'était incroyable. Et comment Cobbs a évolué depuis sa création? Et est-ce que ta vision a changé? Alors ma vision a beaucoup changé parce que, bah, quand j'ai créé la marque de vêtements, j'avais 18 ans. Là, je vais sur mes 21 ans. Je commence à avoir pas mal de maturité dans tous les sens du terme et forcément ça s'impacte sur la marque. Heu, un bête exemple, mais au début quand j'avais la marque, les gens critiquaient, je leur répondais et cetera. Donc enfin, il y a eu pas mal de moments où c'était pas professionnel. Ici, forcément, plus je grandis, plus la marque grandit avec moi. En fait, c'est vraiment, comme un chemin de vie. En fait, la marque pour moi, c'est quelque chose qui me suit au fil des années et voilà, pour la faire évoluer, en fait, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a eu des moments où, il y a eu des critiques ou autres sur des choses qui étaient réelles, bah, voilà, j'ai fait une pause, j'ai amélioré les problèmes qu'il y avait. Heu, il y en a pas eu tant que ça en vrai des changements, il y en a eu 2. Un fin 2023, en fait, fin 2023 justement quand on a fait le pop-up, ça a explosé. J'ai sorti un ensemble qui a littéralement tout retourné sur TikTok. Hem, donc ça a vraiment bien fait percer la marque. Je pense qu'on avait gagné 10 000 abonnés, quelque chose comme ça, dans l'espace de 3 mois. Donc forcément la charge de travail n'était plus la même. J'ai eu beaucoup de précommandes, pas mal de problèmes avec ça aussi. Donc de janvier à mars 2024, du coup, j'ai fait 3 mois off où j'ai amélioré tout, le marketing, l'image de marque, le site internet. Donc enfin bref, j'ai vraiment apporté des modifications à tout ça et ici la deuxième phase de changement, c'est là maintenant en fait. Donc le mois de janvier, on c'est un mois, off. Les gens qui sont abonnés, ils voient juste un compte Instagram vide, un compte TikTok vide, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, mais en fait, derrière nous, chaque jour, on n'arrête pas. J'ai changé toute l'équipe des modèles. Maintenant, on fait des shootings, genre on se déplace, on fait un shooting, prochainement à New York. On a eu l'occasion ici, récemment d'en faire un à Paris. Je me forme des équipes sur place. Je commence à avoir pas mal de contacts, que ce soit dans la vidéo, la photo et cetera. Donc voilà, ici, je pense qu'on a un très gros changement pour, janvier 2025, en tout cas au niveau de la direction artistique de la marque. Et puis pareil, je vais faire des changements, concernant le site internet. Je vais encore l'améliorer, améliorer les réseaux et voilà, j'ai encore trouvé pas mal de choses à améliorer que je vais changer, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments de succès marquants qui ont fait passer Cobbs à un autre niveau? Du coup, il y en a eu 2. Il y a eu fin 2023, j'ai sorti un ensemble, large avec voilà, un jogging qui tombe sur la paire, un zip un peu, similaire à celui-là. Je l'avais sorti en pas mal de coloris, je me souviens pas de tous, je sais qu'il y avait gris, noir et puis baby blue, baby pink, je pense à un noir avec les logos en jaune et cetera. En fait, j'ai sorti ces ensembles-là et ça a vraiment, mais vraiment bien percé. D'ailleurs, j'ai pas repercé comme ça depuis. J'ai eu pas mal de TikTok et même des bêtes TikTok où mettaient juste la photo du vêtement. Il y a eu par exemple, un TikTok qui a fait, je pense 150 000 vues, un autre qui en a fait 30 000, 20 000, enfin ça c'était vraiment des vues énormes, pour moi en tout cas à cette époque-là. Donc ça a vraiment bien fait, percer la marque sur l'espace de 3 mois. Comme ça, on va parler un peu, chiffre d'affaires comme ça les gens ils voient, qu'est-ce que ça peut représenter. Mais du coup, sur l'espace de 3 mois, on a eu, je pense, ouais, plus de 10 000 abonnés et pas mal de ventes. Je pense on a eu, 160 000 € de chiffre d'affaires sur l'espace de ces 3 mois. En plus que, bah, du coup, c'est les fêtes, donc ça a un peu boosté le truc. Donc ça, c'était, le premier succès de Cobbs. Forcément, après tout le monde m'a copié quand j'ai sorti cet ensemble-là. Il y a eu pas mal de petites marques qui ont commencé à spawn par-ci par-là, qui ont fait, pratiquement le même ensemble avec, en fait, moi, j'avais un détail sur l'ensemble, c'était justement le slogan, «Keep out of the Bizizo» qui était écrit, en bas du pied. Mmh. Voilà, il y a pas mal de marques qui m'ont copié depuis, qui ont fait les mêmes coloris et cetera, mais à ce niveau-là, je m'en suis toujours un peu foutu parce que, bah, voilà, quoi. Mais sinon, voilà pour le premier succès et le deuxième succès, c'est justement là, très récemment, fin 2024. Pareil, j'ai sorti des doudounes
J'ai ressorti l'ensemble de l'époque qui est ça s'appelle un Shadow Tracksuit et je l'ai ressorti mais avec, une meilleure qualité, une meilleure coupe parce qu'à l'époque j'avais eu quelques petits, soucis à ce niveau-là. Donc, là tout était parfait et forcément ça a encore percé. Les doudounes l'année passée j'en avais vendu 300, là on est à 700 cette année, et voilà, ça a encore bien percé cette année, je pense que les fêtes y sont aussi pour quelque chose dans le fait que ça a bien boosté et voilà, ici on sort tout juste du rush, mais vraiment de novembre à décembre, on a eu, full up de commandes. On a eu on a eu 2000 commandes juste sur le mois de novembre et par exemple, rien que le mois de novembre, ça représente en termes de chiffre d'affaires, 170 000 € uniquement sur, le mois de novembre, sachant qu'on avait octobre et décembre aussi donc j'ai pas regardé, mais je pense que les 3 mois réunis, on doit être à presque 300 000 de chiffre d'affaires, quoi. Et voilà, pas mal de commandes, pas mal d'abonnés aussi. Ici, on va bientôt passer les 30 000, donc voilà le deuxième succès de la marque, quoi. Une belle évolution depuis le début jusqu'à maintenant Ah ouais, alors. c'est sûr, surtout en 2 ans, quoi. Ouais. Es-tu fier, de ton évolution du coup? J'en suis fier, ça, il y a aucun doute à se poser là-dessus. Je pense que si ce serait à refaire, je l'aurais fait. Le seul truc qui me déçoit un peu, c'est que, bah, forcément, je suis quelqu'un qui n'a pas eu, de contact dès le début. Vraiment, je me suis lancé seul dans ma chambre, sans argent et cetera et malheureusement, ça s'est ressenti au début de la marque dans le sens où, voilà, j'y connaissais rien aux fournisseurs. Mon premier fournisseur, c'était, un fournisseur au Pakistan. C'est avec lui justement que le premier succès de Cobbs, fin 2023 a eu lieu et justement, pour, en revenir là-dessus vite fait, j'avais fait des précommandes pour, je sais plus combien, mais c'était une somme, vraiment folle et prix fournisseur, je l'avais payé, 60 000 € du coup, je lui ai fait un virement de 60 000 € pour les marchandises qu'il devait m'envoyer. Au final, bah, il a rien envoyé, il m'a bloqué, donc j'ai dû rembourser les gens et du coup, j'ai perdu cet argent-là. Donc pour le début 2024, c'était assez compliqué dans le sens où j'avais vraiment plus d'argent. J'ai dû, relancer la marque avec un seul drop qui en plus avait flop. Vraiment, j'avais fait 2 000 € de chiffre d'affaires le jour J. Mais au final, au compte-gouttes, j'ai réussi à récupérer et à vendre ce drop-là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'était le drop avec les jeans et le gros logo. Donc voilà, c'est ça, c'est grâce à lui du coup que j'ai réussi un peu à remonter par rapport à la marque. Mais voilà, sinon, fier, je le suis. Mais voilà, juste un peu déçu que la marque n'ait pas pu avoir un lancement parfait comme j'ai toujours voulu l'avoir. Mais comme je dis, si j'aurais pas fait les erreurs que j'aurais faites, bah, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Donc, j'en suis pas déplu, quoi. As-tu déjà collaboré avec d'autres marques ou artistes ou même influenceurs, Influenceurs, oui, mais voilà, c'était des petits influenceurs TikTok. Sinon, j'ai pas encore fait de collaboration avec des marques. S'il y en a qui regardent ce podcast, n'hésitez pas à poser vos demandes, je gérerai ça avec grand plaisir. Sinon voilà, en fait, j'ai déjà eu des propositions de collaboration avec des marques, mais ça m'a jamais tenté dans le sens où, par exemple, les gens, ils me considèrent comme l'une des marques montantes du streetwear, français, par exemple. Et par exemple, ouais, les gens ne le savent pas, mais je suis pas français, je suis belge, donc déjà ça change quelque chose. Et puis ils me mettent sur une scène en fait, c'est un petit groupe de marques indépendantes que, bah, tout le monde connaît et les gens me mettent dans ce tas-là, sauf que, bah, moi, je me suis jamais qualifié de marque indépendante. C'est, je trouve, quelque chose qu'on dit facilement, en fait, à une marque qui n'a pas beaucoup d'abonnés, quoi. Sinon, voilà, la scène française des marques indépendantes, ça me parle pas dans le sens où, voilà, c'est pas du streetwear pur et dur comme j'aime bien et comme j'essaye de représenter. Il y a des marques, voilà, qui se disent streetwear alors qu'ils font des trucs un peu plus fashion. Enfin, je trouve que le mot streetwear part un peu dans tous les sens et ça perd un peu de sa valeur, en tout cas en France. Donc moi, si je devais collaborer, ce serait d'office avec une marque londonienne ou américaine qui vraiment monte du streetwear pur et dur. Mmh. En tout cas, sur la scène française, il y a vraiment rien qui m'intéresse, quoi. Pour en revenir aux collaborations, j'avais collaboré aussi avec Gala, du coup, qui est quand même un truc Ouais. assez cool, du coup, pour l'occasion. Donc en fait, j'ai eu carrément, la rédactrice des magazines de Gala qui est venue me contacter sur le compte de la marque, qui m'a dit: «Voilà, on sort un magazine Gala, début septembre 2024», je pense. Ouais, c'est ça, début septembre 2024. Donc elle m'a dit: «Voilà, je suis tombé personnellement sur ta page, ça a l'air d'être cool et cetera. Donc est-ce que ça te dit de faire une petite interview, de m'expliquer ce que tu fais et cetera, vraiment les objectifs de la marque et cetera».
et du coup, bah, j'ai répondu avec grand plaisir. On a fait l'interview, elle a directement accroché, donc au final, c'est comme ça que ça s'est fait la collaboration avec Gala. Hem et voilà, en fait, c'est quand même assez fou que ce soit la rédactrice qui vienne me trouver carrément pour passer dans Gala. Genre, il y en a peut-être qui ont pensé parce que tout le monde a vu que je suis passé dedans forcément, toute ma communauté a été au courant. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui se sont dit, «C'est lui qui a contacté ou quoi», mais vraiment pas du tout. Ils sont venus à moi et j'ai juste accepté, quoi. Pour parler de ta communauté, du coup, comment est-ce que tu interagis, avec eux? Bah, moi, je suis quelqu'un qui a un côté vraiment très humain, dans le sens où même avec le business, j'essaye d'avoir, des bonnes interactions humaines, et la communauté, bah, c'est qui en fait, sans eux, j'en serais pas là. Sans eux, la marque n'en serait pas là non plus. Donc je trouve que c'est forcément à eux que je dois tout et un bête truc, mais il y a pas mal de marques qui répondent pas à leurs messages, de fans. Je vais pas dire de clients, mais plus de fans parce qu'on a 2 types de communautés, on va dire. Sur Instagram, il y a des clients qui vont venir te poser des questions, mais il y a pas mal de personnes, en fait, qui discutent avec le créateur de la marque et voilà, qui veulent savoir les prochains drops, savoir des modifications et cetera. Et moi, bah, je prends le temps du coup de répondre à ces personnes-là. Heu, Forcément les clients, je leur réponds professionnellement et cetera, mais ce genre de personnes qui sont un peu, qui qui veulent un peu être pote-pote avec la marque, bah, forcément je suis pote-pote avec eux, quoi. Donc je prends la peine de répondre à tout le monde et cetera à ce niveau-là et sinon, par exemple, quand j'ai fait mon pop-up, bah, j'ai pris la peine, malgré la file de ouf qu'il y avait, d'aller checker, les personnes un par un. J'ai checké des mamans, des papas, enfin, j'ai vraiment checké tout le monde et je trouve que c'est important parce que, bah, encore une fois, sans eux, le projet n'en serait pas là et c'est surtout grâce à eux que tout tourne et voilà, je me dois de faire, un minimum, à ce niveau-là, quoi. Donc tu es très proche, de ta communauté. Ouais, ouais, je suis très proche et c'est quelque chose que je kiffe, du coup. As-tu déjà ou comptes-tu déjà organiser des événements, futurs? Bah, là, on va un petit peu leak, mais du coup, ouais, il y a 4 pop-up qui vont arriver, au mois de juin. Le premier pop-up qu'on avait fait à Paris, c'était en hiver, donc voilà, c'était des ensembles, des doudounes et cetera. Mmh. En plus, il y avait pas mal, enfin, il y avait pas, énormément de pièces à l'époque. Donc ici, ce sera des pop-up basés sur l'été parce que, bah, j'ai une imagination dingue en ce moment. Vraiment, je suis débordé d'imagination, de design pour, des t-shirts, des shirts, des vareuses et cetera. Donc il y aura pas mal d'items et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de tout retourner. On aura du coup un pop-up, à Paris, un à Genève en Suisse, un à Bruxelles, peut-être un quatrième en collaboration avec un futur revendeur, mais c'est à voir. Ça va sûrement se faire, mais je veux dire, c'est encore loin, donc il faut que je discute avec la personne et cetera et du coup, pour ça, on va pas encore leak maintenant et sinon, en plus des pop-up, justement, les pop-up seront ouverts l'après-midi et le matin. Je pense très certainement qu'on va faire, une chasse à l'homme ou une chasse au trésor dans les villes, donc Paris, Bruxelles, Genève. Donc il y a du lourd qui arrive là. Est-ce que c'est facile de créer une marque de vêtements? Heu, Bah, du coup, si la question c'est par rapport au fait qu'on voit pas mal de jeunes qui créent leur marque, non, du coup, c'est pas du tout facile, c'est vraiment quelque chose, bah, de très compliqué, surtout quand on n'a pas les contacts ou même avec les contacts, vraiment au début, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a le design des vêtements, il y a les discussions du fournisseur, il faut gérer tout ce qui est comptabilité forcément parce que, bah, il faut se déclarer, c'est un gros casse-tête aussi. Et puis il y a tout ce qui est marketing et cetera. Faut vraiment que tout tourne dans vraiment partout. Il y a les shootings photos. En fait, il y a un nombre incalculable de choses que, bah, les gens qui suivent la marque ne voient pas forcément. Genre, bah, là, comme, là, par exemple, ils voient que le mois de janvier, c'est un mois off où il y a vraiment, aucune activité alors que, bah, nous, derrière, chaque jour, on a vraiment, un shooting à Paris, un déplacement à Paris pour une future collab. En fait, on n'arrête pas alors que, bah, du coup, les clients voient qu'il y a rien. Mais non, il y a énormément de choses à faire. Une marque de vêtements, c'est pas du tout facile à lancer. C'est un marché vraiment très concurrentiel. Moi, ce qui fait que j'ai réussi à me démarquer, je pense, bah, d'une part, il y a ma détermination qui fait que, bah, c'est mon rêve depuis petit. Je le vis, mais je trouve que vivre son rêve et faire en sorte de le vivre toute sa vie, c'est 2 choses différentes. Forcément, je préfère, bah, le vivre toute ma vie que de me dire: «Voilà, je l'ai fait, même si ça marche plus». Donc je me donne vraiment toujours les moyens de réussir, quoi et du coup, voilà, c'est pas du tout quelque chose de facile. Je pense que moi, les gens accrochent dans le sens où j'essaye de montrer du streetwear pur et dur. Vraiment, quand on regarde,
d'autres marques streetwear, sur la scène francophone, il y en a pas énormément qui ont vraiment un streetwear, pur et dur comme j'aime bien le dire. Il y a pas mal de marques qui du coup partent dans des trucs un peu de fashion et tout ça et moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, je viens pas de ce milieu-là. Donc moi ce qui me représente c'est la street. C'est ce que j'essaye de montrer du coup dans mes créations et sinon voilà, s'il y a des jeunes qui regardent ce podcast, si vous voulez lancer une marque, en tout cas, il faut être passionné, il faut pas penser à l'argent. Forcément, il y a des sommes, vraiment incroyables, mais il faut savoir que, bah, derrière, vous perdez aussi, quand vous passez des commandes à votre fournisseur, ça coûte une plombe, les taxes, ça coûte une plombe. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres business, moins connus qu'une marque de vêtements qui peuvent vraiment, marcher, encore mieux qu'une marque, voilà, une marque, ça a beaucoup de frais, donc voilà, s'il y en a qui veulent lancer une marque, si la passion est là, allez-y. S'il y a pas de passion, que c'est juste pour l'argent, je dirais de pas le faire, quoi, parce que vous allez pas accrocher. As-tu déjà fait face à de gros défis et comment est-ce que tu les as surmontés? J'ai fait face à un énorme défi, fin 2023 du coup, justement quand je travaillais avec mon fournisseur, au Pakistan. Donc bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas mal de précommandes. Donc les gens, en fait, ils achètent l'article avant d'être produit. Donc voilà, les gens, ils passent leur achat et nous, une fois qu'ils ont passé leur achat, on s'occupe de l'envoyer à l'usine, elle produit le vêtement et cetera. Et en fait, il s'avère que ce fournisseur-là me l'a mise à l'envers dans le sens que je lui ai donné, ce qu'il fallait. Donc je lui ai fait un virement de 60 000 qui équivalait, à l'achat des marchandises que j'avais besoin pour les précommandes. Il a pas produit ces vêtements-là, il a pris l'argent, il m'a bloqué et moi, du coup, bah, j'ai perdu 60 000 € que je lui ai donné, que j'ai pas pu récupérer malgré des appels à la banque et cetera. C'était mort, ils ont rien pu faire et du coup, forcément, bah, j'ai dû rembourser les clients. Donc j'ai perdu 2 fois la somme, en fait et c'est ça qui a fait chuter, bah, le compte en banque, de l'entreprise et forcément pour rebondir là-dessus, après c'était assez compliqué. Il y a eu pas mal de gens qui ont été, déçus à cette époque-là de la marque et voilà, encore une fois, j'y étais déçu aussi parce que, bah, j'aurais voulu que tout se passe comme prévu, mais malheureusement, le manque d'expérience a fait que ça n'a pas pu se faire et voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est des erreurs qui se referont pas et il y a plus aucun doute là-dessus, quoi. Tout ça, du coup, a sûrement généré des critiques. Donc, comment les gères-tu, ça? Alors oui, il y a eu pas mal de critiques, mais je veux dire, une marque de vêtements ou même un projet même un projet, un business en général, dès que ça commence à avoir une influence et cetera, que ça commence à grandir, il y a énormément d'avis différents, il y a pas mal de critiques. Moi, je suis quelqu'un, qui de base n'est pas calme, genre je suis vraiment très nerveux et tout, donc en fait, pour moi, Cobb, c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, mon chemin de vie, c'est vraiment, mon projet à moi. Heu, je sais pas comment le dire, mais ça représente vraiment une partie de ma vie, donc j'y donne vraiment beaucoup d'attention et forcément, quand je vois des gens qui critiquent, bah, ça me met les nerfs, en fait. Ça me met les nerfs, j'aime pas. Mais après, je sais faire la part des choses entre des critiques constructives et des critiques qui vraiment sont là juste pour critiquer, quoi. Donc, quand c'est des gens qui critiquent constructivement, bah, ils me donnent vraiment des conseils malgré la critique. Et bah, ça, je le prends vraiment à cœur parce que si ça peut faire évoluer la marque, bah, je le fais avec grand plaisir. Par contre, la plupart des critiques, en fait, c'est juste des gens, je sais pas c'est quoi leur but. Soit de nuire à la marque, soit de s'inventer une vie ou voilà, je sais pas c'est quoi leur but. Mais, il y a pas mal de critiques où, voilà, les gens disent n'importe quoi. J'essaye de passer à côté malgré que je pense que si je les vois dans la vraie vie, ça se passerait pas, facilement. Mais, voilà, c'est quelque chose qui m'énerve forcément, mais il faut que j'apprenne à passer au-dessus de ça. Par exemple, je vais te donner un exemple, mais, il y a pas mal de critiques genre sur des TikTok où les gens disent, «Ouais, n'achetez pas chez Cobbs, c'est du dropshipping». Alors que j'ai jamais fait de dropshipping de ma vie, c'est pas du dropshipping, donc le gars, je sais même pas d'où il sort ça et forcément, bah, il nuit à la marque en disant ça alors que c'est même pas vrai, quoi. Il y a des gens qui parlent de la qualité des vêtements aussi, qui est médiocre et cetera. Faut savoir que du coup, quand j'ai commencé ma marque de vêtements, donc de mai 2023 à mars 2024, là, je suis d'accord que la marque, c'était pas vraiment le top et cetera. C'était vraiment mes débuts. Je pense que les vêtements que j'ai sortis à cette époque-là, il y en a qui les portent toujours parce que j'ai eu des retours sur ça, mais c'est pas des vêtements, voilà, de très bonne qualité. Par contre, de mars 2024
jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai tout changé. Je travaille avec des fournisseurs en Turquie, quelques-uns en Chine, mais vraiment, c'est la Turquie qui bosse sur les vêtements à 90 et voilà, donc j'ai plus aucun problème de qualité. Donc voilà, il y a peut-être, je sais pas, 2 mois, il y a des gens qui se plaignent de la qualité alors qu'il y a plus aucun souci. Je m'habille avec mes vêtements tous les jours, les modèles photos, je pense que j'ai une dizaine de modèles photos, à Paris, en Belgique et cetera, qui du coup ont les vêtements gratuits en échange du shooting photo. Ils portent les vêtements, ils s'en plaignent pas, je m'en plains pas. Donc je pense que s'il y aurait des problèmes au niveau de la qualité, je les verrais et du coup je les modifierais. Mais du coup pour le coup, c'est pas le cas. Et voilà, encore un autre exemple, mais il y a quelqu'un qui a acheté une ceinture, qui m'envoie un email en me disant, voilà, la ceinture, elle a une qualité dégueulasse, je veux la renvoyer. Après une semaine, elle tient même pas. Et en fait, si tu veux, la ceinture, en fait, il y a un gros logo K. Et en fait, il y a une petite tige, tu vois, que tu accroches dans la ceinture. Et en fait, sur cette tige, le fournisseur a mis une petite protection blanche. En fait, c'est un petit plastique blanc, justement pour, pendant le transport, que la tige ne se casse pas, parce que c'est quand Mhm. même, Fragile, ouais, ouais. c'est quand même fragile. Euh, et du coup, la personne m'envoie la photo dans son email. Premier email, même pas bonjour, vraiment le gars super vénère, etc. Il m'envoie la photo et moi directement, bah, je pète de rire parce que je vois que le gars, pendant une semaine, il a mis la ceinture alors qu'en fait, le bout blanc n'est pas enlevé. Donc forcément, en fait, il a agrandi le trou de base de la ceinture et bah, c'est pas fait pour quoi. Donc il devait juste enlever la protection blanche, mettre la ceinture et voilà. Donc je lui ai répondu, bah voilà, bonjour, nanana. Il faut enlever la protection blanche, je lui ai expliqué, et puis bah, je pense qu'il l'a fait. Il n'a plus jamais envoyé d'email, il est même pas revenu sur ça. Donc voilà, au niveau des critiques, forcément, il y en a pas mal quand ça commence à percer, mais voilà, je pense que 90, ouais, 90% des critiques, c'est des critiques vraiment inutiles, et je sais faire la part des choses entre les critiques à prendre et les critiques annexes, quoi. Quels sont tes objectifs à long terme vis-à-vis de Cobbs? Et as-tu déjà des idées ou des projets en tête pour l'avenir? Alors, en vrai, je kifferais ouvrir une boutique physique. Donc, ce sera pas un pop-up, ce sera vraiment une boutique qui va rester tout le temps. Le seul truc, c'est que c'est un nouveau challenge, parce que voilà, avoir une boutique, ça demande pas mal de choses. Ça demande une comptabilité encore plus complexe. Ça demande à avoir du coup un stock tout le temps de vêtements, etc. À savoir gérer les clients dans la vraie vie. On a déjà eu l'expérience de le faire du coup avec les pop-up, mais bah, voilà, avoir un magasin, c'est quand même différent. Mais en tout cas, c'est un projet que j'ai vraiment envie de réaliser. Là, je suis en phase de recherche pour trouver une surface commerciale, et en phase de questionnement aussi, parce que je ne sais pas si on va ouvrir une boutique sur Liège, qui est ma ville de naissance, quoi. Et du coup, retourner cette ville parce que bah, voilà, il y a vraiment rien. Les seuls trucs streetwear qu'il y a là-bas, c'est Snipe, JD, et c'est tout ce qu'il y a. Donc, je pense qu'avoir une marque indépendante qui propose des trucs vraiment bien street que les gens connaissent pas trop, ça peut être incroyable. Mais voilà, j'hésite à faire soit ça, parce que bah, du coup, je pourrais aller travailler dans le magasin facilement, c'est à 20 minutes de chez moi. Mais j'hésite quand même à vouloir ouvrir une boutique directement à Paris, qui est le lieu où je vends le plus, et qui, du coup, je sais que ça pètera encore plus, mais c'est un peu plus compliqué au niveau des trajets. Voilà, si j'ouvre une boutique à Paris, il faut directement que j'engage un responsable là-bas, il faut que j'aie confiance en lui, parce que bah, forcément, je pourrais pas, moi, aller travailler là-bas, ou alors il faudra que je déménage à Paris, quoi. Donc, c'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà, avoir une boutique, c'est un projet que j'ai en tête, j'aimerais bien le réaliser. Je me donne max 2 ans pour le faire. Mhm. Je sais que ça se fera. Et voilà, si ça doit se faire, il y en aurait une d'office à Paris, une à Bruxelles, une à Genève, une potentiellement à Liège, et puis le reste, en vrai, sera que du bonus. Mais ces 4 villes-là, c'est vraiment celles que j'ai vraiment, vraiment envie de faire, quoi. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes entrepreneurs qui voudraient suivre un chemin similaire du tien? Bah, je pense que entreprendre, on a tous plus ou moins la même mentalité, dans le sens, voilà, la détermination, la motivation, tout ce genre de choses, la discipline, et cetera. Je pense que pour entreprendre, on n'a pas le choix d'avoir ces qualités-là. Et du coup, forcément, moi, comme je l'ai dit, je voulais, au tout début, quand j'ai lancé ma marque, partir sur un chemin parfait. Mais au final, bah, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, malgré le fait de voilà, parfois, on va faire des grosses erreurs qui vont vraiment nous coûter très cher, mais au final, je suis pas déçu d'avoir fait des erreurs, parce que sans ça, je serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est ça qui fait évoluer la marque, c'est ça qui me fait évoluer moi aussi.
Et voilà, donc voilà, comme conseil, je dirais, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ne passez pas votre temps à acheter des formations de telle et telle personne sur comment lancer sa marque, etc. Je pense que tant que vous avez un ordinateur, un stylo et une feuille, vous pouvez vraiment lancer votre marque. Moi, je l'ai vraiment fait avec 0 €. J'avais pas d'échantillon, vraiment rien du tout. J'avais juste un compte TikTok, un ordinateur pour dessiner, ça s'est fait comme ça. Donc, je dirais que voilà, vous pouvez vous inspirer des gens. Moi, personnellement, je me suis inspiré de personne. J'ai vraiment créé ma propre expérience de A à Z. Et voilà, je vous donnerais du coup de faire le même conseil que moi. Donc, juste de lancer votre propre expérience et de faire ce que vous voulez, quoi. Que souhaites-tu que les gens retiennent de Cobbs ou même de ta personne dans l'histoire du streetwear? De ma personne, c'est pas facile, mais de ma personne, voilà, moi, je suis quelqu'un de quand même très humble. Dans le business en général, j'ai du mal à me faire des contacts. Par exemple, discuter avec un créateur d'une autre marque de vêtements, j'ai du mal parce que, bah, à chaque fois, toutes ces personnes-là, c'est des personnes, j'appelle ça des requins, en fait, parce que, bah, ils pensent vraiment qu'à leur tête, qu'à leur argent et bah, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est comme ça, donc j'arrive pas à me faire, ami avec, des gens comme ça. Il y a beaucoup, en fait, dans le business, il y a beaucoup de faux culs et cetera et bah, moi, c'est quelque chose qui me représente pas, donc j'arrive pas à adhérer à ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais bien montrer aux gens qu'on peut être, complètement soi-même, avoir sa marque, pas prendre la grosse tête, s'en foutre de l'argent et cetera et juste, faire sa passion quoi, tout simplement. Et sinon, ce que j'aimerais que les gens retiennent de Cobbs, c'est que, voilà, malgré le fait d'avoir eu des grosses épreuves au début de la marque, bah, que la marque elle est toujours là, qu'elle continue d'évoluer et que j'ai pas pris par exemple la peine de arrêter la marque, la supprimer, créer une nouvelle avec du coup, les erreurs que j'avais apprises, tu vois? Mmh. Donc vraiment juste garder la même marque et malgré les erreurs, bah, les corriger et montrer qu'une marque, bah, malgré le début qu'elle a eu, bah, au final elle peut très bien, évoluer et que le projet il marche, qu'il soit là et tout donc Mmh. voilà, j'aimerais bien que les gens, voient cette évolution, quoi. Et que penses-tu de toutes les petites marques indépendantes qu'on voit partout en ce moment sur TikTok? C'était sûr cette question. Bah, qu'est-ce que j'en pense? En soi, j'ai pas trop mon mot à donner là-dessus, dans le sens où, bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont passionnés, qu'ils aiment leur passion, bah, qu'ils lancent leur marque. Vraiment aucun problème là-dessus. Le seul problème, en fait, c'est avec les marques indépendantes françaises. En fait, il y en a pas mal qui sont connus, qui se parlent entre eux, heu, qui en fait, c'est un petit groupe et je sais pas, j'adhère pas à ce truc-là parce que, bah, déjà, moi, les marques indépendantes, c'est les gens qui me mettent dedans. Moi, encore une fois, je me considère pas comme parce qu'une marque indépendante, ça a comme image de, voilà, vendre des vêtements en ligne et puis basta. Mais moi, mon but, voilà, c'est vraiment de conquérir le monde, avoir une boutique, une deuxième, une troisième, vraiment avoir, m'implanter comme une vraie marque, quoi. Donc j'essaye de m'améliorer dans tous les sens du terme à ce niveau-là. Mais voilà ce que je pense des marques indépendantes, les américaines en vrai je vois et franchement je valide, ce qu'ils font malgré le fait que voilà, j'adhère pas trop au niveau des designs. En Amérique là, les designs ça commence à être, un peu des trucs bizarres. Je trouve que vraiment partout il y a plus vraiment le streetwear pur et dur comme j'aime bien dire. Je trouve que ça se perd le streetwear maintenant il y a des marques qui vont sortir, des pulls en mohair avec un design, de cœur par exemple et ils vont se prétendre, marque streetwear alors que, bah, le streetwear encore une fois pour moi c'est l'art de rue et bah, je trouve que ça se perd genre, enfin peut-être pas que ça se perd mais en tout cas tout le monde se prétend streetwear alors que le streetwear c'est pas forcément ça pour moi en tout cas et sinon voilà, les marques indépendantes, il y en a pas mal des créateurs qui ont leur propre marque, ils vendent leurs vêtements, ils achètent chez moi et cetera. Beh, voilà, moi personnellement, j'ai jamais porté aucune marque indépendante, ils font ce qu'ils veulent, voilà, si c'est leur passion, c'est leur passion, mais en tout cas moi, il y en a vraiment aucune qui m'inspire et voilà, je me base vraiment pas sur ça et je me considère pas comme en tout cas. On va revenir sur un point que tout à l'heure tu as un petit peu parlé, c'est que on a vu que sur tes réseaux, tu avais vraiment tout supprimé et ben, pourquoi cette décision d'avoir tout supprimé? Alors j'ai pris quand même un assez gros risque de tout supprimer parce que, bah, j'ai tout supprimé depuis 2 ans du coup. Ça fait 2 ans que je poste, des TikTok et cetera sur la marque et le compte TikTok. Donc j'ai pris un gros risque parce que, je pense qu'il y avait, je sais pas, en 2 ans, j'ai dû poster pas mal de TikTok. Je saurais pas dire le montant, mais, il y en a quand même pas mal et en fait ces TikTok, ces vidéos, elles m'apportent des abonnés, des vues chaque jour. Donc, Mmh. le fait de les avoir toutes supprimées forcément, bah, là, je gagne plus aucun abonné. Donc, c'est un risque à ce niveau-là.
mais j'ai voulu tout supprimer parce qu'en fait, quand on regarde les publications, que ce soit les photos par exemple sur le compte Instagram, bah, on voit les photos du début et les photos jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a une évolution tellement flagrante que je trouve que bah, ça fait pas professionnel. Du coup, Mhm. pareil pour les TikTok. Et je me suis dit, là pour janvier, j'ai tellement eu pas mal de contacts ces temps-ci et pas mal d'imagination au niveau des designs, de la direction, beaucoup au niveau de la direction artistique de la marque, etc., que je me suis dit, je vais prendre le risque, je vais tout supprimer. Ça va peut-être hyper les gens. Il y en a pas mal qui vont se questionner. Je suis sûr que bah, c'est le cas. J'ai déjà eu des messages de ouais, pourquoi vous avez tout supprimé, etc. Donc, en vrai, j'ai pris les risques. On verra comment la marque va rebondir, mais je ne doute pas sur le fait que ça va marcher. Il y a un gros changement, vraiment un très très gros changement au niveau de la direction artistique. Et voilà, en vrai, j'ai tout supprimé juste pour mettre à jour le compte des réseaux, quoi. Après toute cette histoire, est-ce que ton entourage a changé depuis que ta marque commence à percer? Alors oui, du coup, oui. En vrai, je trouve que c'est important d'en parler. C'est même intéressant pour les jeunes qui nous regardent. On entend parfois genre des podcasts de gars qui font des millions d'euros par an et tout ça, qui expliquent que voilà, l'argent ou même le succès, ça fait en sorte que ton entourage se restreint. J'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, donc voilà, c'est dans ma nature, je suis quelqu'un comme ça. Après, depuis que la marque a percé, j'ai vu pas mal de changements dans mon entourage. En fait, justement, quand j'étais en quatrième, que j'ai quitté mon école de base, bah, c'est là où j'avais tous mes potes. Et bah, depuis, il n'y en a plus aucun qui m'a recontacté. Vraiment, zéro nouvelle. C'était vraiment finito avec tout le monde. Et bah, justement, une fois qu'ils ont vu que j'avais créé ma marque, que ça commençait à marcher, en fait, c'est plus au niveau quand ils ont vu que j'avais genre 20 000 abonnés, il y en a pas mal qui sont venus, des mecs, des filles, qui sont venus me dire ouais, c'est cool pour ton projet. Genre vraiment, ils caressaient bien dans le sens du poil, alors que bah, les frérots, ils m'ont pas donné de nouvelles quand je suis parti, etc. Donc voilà, il y a pas mal de connaissances, en tout cas, qui ont bien retourné leur veste. Euh, voilà, il y en a qui essayent de me gratter de l'amitié, qui essayent de redevenir pote avec moi, avoir des infos, etc. Mais bon, je suis pas bête, quoi. Genre, je sais que c'est juste par rapport à la marque, tout ça. Et sinon, au niveau de mon entourage à moi, bah forcément, quand on parle parfois de sommes où je fais 170 000 euros en un seul mois, les gens, voilà, même si c'est du chiffre d'affaires et que les bénéfices, c'est pas 170 000, mais qu'il y a quand même des bons bénéfices, l'entourage, en tout cas ma famille, ça a changé dans le sens où voilà, il y a pas mal de jaloux en fait, que ce soit en dehors de la famille ou même dedans. Donc bah forcément, la famille, c'est encore plus restreint qu'avant. Là, pour moi, ma famille, c'est vraiment ma mère, ma copine, ma sœur, et vraiment, ça s'arrête à là, quoi. Donc, ouais, pas mal de pertes de proches, mais voilà, je vais dire, c'est pas moi qui l'ai voulu, en fait. Ça s'est fait tout seul naturellement. Donc, voilà, je préfère que mon projet fonctionne et perdre des personnes que l'inverse, quoi. C'est la fin des questions que j'avais à te poser. Maintenant, les gens te connaîtront un petit peu plus et sauront qui tu es plus personnellement qu'à travers Cobbs. C'est ça. Bah ouais, j'ai voulu faire ce premier Cobscast. J'espère qu'on aura un deuxième très prochainement. J'ai voulu le faire parce que bah, ça fait quand même du coup 2 ans que j'ai la marque. Il y en a pas mal qui me suivent, mais qui savent pas forcément qui je suis. Comme je l'ai dit, les gens ils pensent que la marque c'est une marque française, que j'habite à Paris, etc. Alors que pas du tout. Donc je trouve que c'était important de parler de moi pour qu'ils sachent d'où je viens, Mhm. quelles sont mes aspirations, tout ce genre de choses. Et bah, du coup, parler de la marque, quoi, parce que, bah, encore une fois, il y a pas mal de critiques, des gens qui inventent tout et n'importe quoi. Et bah, j'avoue que j'en ai quand même eu marre. Donc voilà, je préférais mettre Les les choses au points, clair. ouais, les choses au clair pour tout expliquer. Et au moins, les gens, bah, ils savent ils connaissent l'évolution de la marque et que bah, maintenant, c'est que du lourd et il y a pas mal de projets qui arrivent, quoi. J'espère que vous avez kiffé. Il y aura une deuxième version. On a essayé de faire un truc assez professionnel. On a loué un studio. euh, on a pris une présentatrice qui, du coup, n'est pas une présentatrice. Voilà, on va rétablir la vérité maintenant, mais du coup, c'est ma copine. Ça fait bientôt 5 ans qu'on est ensemble. Elle Ouais. m'a connu vraiment au plus bas quand j'avais. Ah, tu m'as connu quand je demandais encore 10 euros à ma mère pour qu'on aille Ouais. se manger un tacos. Donc voilà, elle m'a connu quand j'avais pas de business. Ouais. Elle m'a connu quand j'ai lancé ma marque de bijoux, de vêtements, etc. Euh,
on n'a peut-être pas eu l'occasion de le dire correctement au début, mais du coup, la marque, vraiment, depuis que je l'ai créée tout seul, de A à Z. J'ai tout géré. J'ai géré moi-même les shootings photos. Donc, j'ai été acheter un appareil, j'ai fait les photos moi-même, alors que je suis pas photographe. Donc, j'ai géré tout le marketing, tous les shootings photos, le service client, vraiment tout, de A à Z, les commandes, etc. Des heures et Mhm. des heures dans mon petit entrepôt de base de 25 mètres carrés et même dans ma chambre au début. Ouais. C'est moi qui ai vraiment tout fait solo. Une fois que ça a commencé à prendre, bah, madame a commencé à m'aider du coup, principalement pour les commandes de Ouais. base. Elle travaillait et même après son travail, elle venait m'aider, etc. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal aussi de retard, par exemple, dans les messages, dans le service client et tout, ou même dans les commandes, parce que bah, j'ai toujours été tout seul à tout gérer. Par exemple, là, le mois de novembre, on a bien galéré parce que bah, j'étais solo à expédier 2000 commandes sur le mois. Ouais. Donc pareil, service client, quand je suis à l'entrepôt de 8h à 20h, bah, c'est un peu compliqué de répondre aux clients. Et je tenais justement à vous parler de ma copine pour vous informer que du coup, l'équipe s'agrandit. Je suis plus tout seul. Officiellement, elle est rentrée dans la société. Donc, elle est gérante, elle est PDG comme moi. Et bah, du coup, sachez que maintenant, je suis plus tout seul à tout gérer. On est deux. Donc, madame Ouais. s'occupe aussi de faire Les les photos, emails, les emails, le service client. Donc, vraiment, tout. maintenant, on est deux à tout faire. Tout va 2 fois plus vite, forcément. Et voilà, maintenant, on a 2 cerveaux à la place d'un. Forcément, elle m'aide aussi pour tout ce qui est court-métrage, ça arrive très prochainement, etc. Donc voilà, je Ouais. suis très content. Pareil, l'équipe de modèles, on l'a modifiée. J'ai recruté des nouveaux vidéastes, des nouveaux photographes, des nouveaux modèles, etc. Donc j'ai osé, en fait. Je suis sorti de ma zone de confort. J'en avais marre de faire des shootings en Belgique. En plus, il y a vraiment Oui, il n'y a pas aucun, grand-chose ouais, en Belgique. il y a aucun spot. Donc voilà, je pense que prendre ses coronets, c'est aller à Paris sans connaître personne et voilà, par exemple, demander à des gens dans la rue ce que t'es chaud de poser, et de créer une amitié, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, pour ce mois de janvier, j'ai voulu prendre bah, pas mal de risques en vrai, parce que j'ai vraiment jeté l'équipe que j'avais ici en Belgique et bah, recréé une nouvelle à Paris, une autre à New York, une autre à Genève. Et voilà, je suis vraiment très satisfait en tout cas. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, encore mille merci pour votre soutien. Comme je l'ai dit durant ce podcast, si vous étiez pas là, j'en serais pas là, la marque non plus. Et, euh, et voilà, je pense avoir tout dit. Euh, on essaiera de refaire un Copscast numéro 2, peut-être pour parler d'un drop en particulier ou quoi. Ça peut être intéressant d'avoir plus d'informations à ce niveau-là. Ici, c'était vraiment pour introduire la marque et ma personne. Et voilà, sachez en tout cas qu'il y a du très lourd qui arrive. Encore une fois, je suis plus tout seul, on est deux, tout va beaucoup plus vite. Euh, pour ceux qui se demandent, voilà, les commandes maintenant, au lieu d'être expédiées en 2 3 jours, elles seront expédiées sous 24 heures la plupart, 48 heures max dans le pire des cas. Service client, bah, tous les jours on répond, donc vous aurez une réponse sous 24 heures. Il y a juste Mm. samedi, dimanche de off, donc voilà, je suis vraiment très très fier de l'évolution. Et voilà, je l'ai recruté il y a même pas un mois, donc Non. pareil, ça, vous l'avez pas vu, c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, mais vous allez voir en tout cas du changement depuis qu'elle est là pour la suite, quoi. Pour terminer, les gars, je vous invite à balancer vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas, on y répondra. On refera un Copscast numéro 2, donc on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas du coup à liker, partager. De toute façon, vous connaissez la devise, donc n'hésitez pas à soutenir la marque. Encore une fois, ça fait vraiment très très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un Copscast numéro 2. C'était Cobs.